Merci à vous d'être présent déjà. Et merci à Yoann de l'association Agir de m'avoir invité. Merci Madame le maire également. Donc moi je vais vous présenter. On fait avec ça? Ça vous convient mieux avec un micro? Sinon tu vas t'égosiller. Je vais me fatiguer. Ok, je vais faire avec ça. Donc Morgane Renard, je m'occupe du réseau Synertiel. Je suis le responsable de secteur, donc je m'occupe de... Avant ça s'appelait Languedoc-Roussillon, donc voilà. Je m'occupe des départements de l'ancien Languedoc-Roussillon. Au sein du réseau Synertiel, avant de vous expliquer ce que c'est, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu ce mot? Est-ce que quelqu'un connaît Synertiel? Jamais? Ok, c'est quand il y avait une bouteille de champagne à gagner, mais raté. Alors, le réseau Synertiel, c'est le premier réseau national d'entreprises qualifiées du confort durable dans l'habitat. Ça fait long, hein? Aujourd'hui, en France, le réseau Synertiel regroupe 2150 entreprises, donc, qui travaillent toutes sur la rénovation énergétique du bâtiment, mais pas que. Il y a aussi d'autres métiers qu'on fait rentrer dans le réseau petit à petit pour pouvoir gréer le réseau et répondre à des demandes de rénovation globale d'habitation. Est-ce que tu peux passer la diapo? Merci. Donc, les 8 principaux métiers qui sont représentés au sein du réseau Synertiel sont les entreprises d'électricité, de menuiserie, de climatisation, pompe à chaleur, chauffage bois, plomberie, isolation, la couverture et la maçonnerie, mais un peu moins représentés. Donc voilà, ce sont les 8 principaux métiers qui sont présents chez Synertiel. Et on a ouvert le partenariat, si je peux appeler ça comme ça, aux entreprises du confort de l'habitat, donc pourquoi pas des piscinistes, des gens qui font des cuisines, des carreleurs, voilà, des entreprises qui ne font pas forcément des métiers de la rénovation énergétique, mais qui peuvent répondre à des clients et mettre en relation des clients qui ont besoin de rénover leur chauffage, leur isolation, etc. Alors, on va voir quatre points ce soir. Alors, j'ai l'habitude d'animer des réunions devant 70-80 chefs d'entreprise, mais pas devant des particuliers. Donc, on aura peut-être un langage un peu décalé. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, surtout dites-le moi. Et vice-versa, s'il y a des choses que je ne comprends pas, je vous demanderai de bien vouloir préciser. Alors, je ne suis pas un scientifique, je préfère vous le préciser. Les 4 points qu'on va voir, c'est plutôt axé sur du bon sens. C'est les actions de chacun qui peuvent faire qu'on réduit nos consommations énergétiques et on réduit le rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, en premier, on va voir les conséquences de l'utilisation des énergies fossiles. Donc, je suis sûr que la plupart d'entre vous, ce que je vais montrer, ça va vous paraître vraiment basique, mais c'est bien de le rappeler, ces conséquences. Ensuite, on verra les 10 solutions qui sont simples pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça aussi, ça va vous paraître évident, mais encore faut-il le faire. Le 3e point, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les aides financières et tout ce que l'État et les énergéticiens peuvent apporter aujourd'hui comme aide financière et faciliter pour inciter le client particulier à améliorer son logement de manière à réduire ses consommations énergétiques. Et le 4e point, c'est juste un petit schéma qui vous montrera quelles sont les économies possibles et faciles à réaliser sur vos factures d'électricité sur les différents points à améliorer au niveau de votre habitation. Merci Yoann. Donc, conséquences de l'utilisation des énergies fossiles. C'est tout simple, hein. L'énergie fossile, c'est une matière riche en carbone. Donc, les principales sont notées sur le slide. Vous les connaissez tous, bien évidemment. Pétrole, charbon, gaz naturel, qui sont les 3 principales énergies fossiles. Aujourd'hui, la consommation d'énergie représente l'utilisation de cette consommation, c'est 80% d'énergie fossile. Le pétrole en représente 32% à lui seul. Alors le problème de ces énergies, c'est que
elles s'épuisent, elles ne sont pas renouvelables. Donc bien évidemment, à un moment donné, les stocks vont carrément être épuisés et on ne pourra plus les utiliser. Les 20% d'énergie utilisée sont le bois, le nucléaire, l'hydroélectricité, les énergies renouvelables. Donc ça, ce sont les matières utilisées non carbonées, donc qui ne rejettent pas de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, au niveau mondial, on a quand même 80% de la consommation qui est liée aux énergies fossiles. On a quand même de gros progrès à faire pour limiter ce rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors la problématique, c'est ce dont je vous parlais juste avant, c'est l'épuisement des ressources qui sont non renouvelables, et ensuite l'émission de gaz à effet de serre qui a pour conséquence le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit avec les cyclones à répétition, les hausses de température régulières, les inondations, la fonte de la banquise et l'augmentation du niveau des mers. Donc ça, je ne vous apprends rien, tout ça vous le savez déjà, bien évidemment, mais je préférais vous le rappeler parce que c'est en lien avec ce que je vais présenter juste après. Johan, on peut passer au slide suivant. Donc voici les 10 solutions les plus simples que j'ai trouvées pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. En les lisant, vous verrez, c'est vraiment du bon sens. Mais si chacun d'entre nous essaye de faire un effort sur plusieurs de ces 10 points, c'est la somme de nos efforts communs qui fera qu'on arrive à diminuer le rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc la première solution, juste en modifiant nos habitudes alimentaires, c'est basique, donc ça c'est en lien avec l'association Agir, je pense, parce qu'ils sont quand même très axés là-dessus. On va être sur manger des fruits et légumes en saison, éviter de manger des fruits hors saison qui génèrent du chauffage au niveau des serres, au niveau de l'agriculture. Ça rejette énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ensuite, réduction de la consommation de viande, donc mieux consommer. La production de viande représente 15% des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est énorme. C'est un point sur lequel on peut agir assez facilement en limitant la consommation de viande. On n'a pas besoin de devenir végétarien forcément, mais en limitant, on peut déjà diminuer ce pourcentage. La lutte contre la déforestation. Ensuite, préserver les océans, bien évidemment, limiter les matières plastiques. Aujourd'hui, on se retrouve avec des énormes stocks de plastique dans les océans et rejet de produits chimiques. Le fait de trier les déchets, ça améliore également pour le réchauffement climatique. Augmenter l'économie circulaire, donc tout ça va avec ce qu'on a vu juste avant, hein, réduire les déchets, réutiliser, recycler, éviter de jeter, plutôt réparer que d'acheter du neuf. Voilà, ça fait partie de la décroissance, on appelle ça comme ça. Alors sans devenir décroissant extrême, en limitant ses consommations et en faisant un peu plus attention, on peut déjà faire un geste pour la planète. Les modes de transport, le transport, ça représente 25% des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Selon une source ADEME, il y a 50% des déplacements en voiture qui sont inférieurs à 3 km. C'est énorme. 3 km, on peut peut-être les faire autrement en faisant un effort avec un vélo, à pied, pourquoi pas. Donc c'est beaucoup, 50% de déplacements de voiture inférieurs à 3 km. Compenser les émissions de carbone, réduire les factures d'énergie. Là, je vous ai mis un exemple sur ce point-là. La différence de consommation entre un appareil qui est classé A++ et un appareil classé A, ben vous avez 45% d'économie d'énergie sur cet appareil. Donc ça, c'est les étiquettes que vous avez sur les frigos, congélateurs, etc.
Alors vous le payez un peu plus cher, bien évidemment, mais l'économie d'énergie réalisée est quand même très très importante et se récupère dans le temps. Consommons de l'énergie propre. Donc pour réduire l'impact sur le climat, il y a la possibilité d'utiliser des énergies propres, donc non carbonées ou moins carbonées, issues de ressources renouvelables. Donc les fournisseurs d'énergie encouragent leur développement, on va le voir juste après, dans ce que je vais vous présenter. Le but, c'est de favoriser un maximum ces énergies propres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au quotidien. Et pour ça, il y a aujourd'hui des aides qu'on va voir sur le slide suivant. Si tu veux bien, Johan. Voilà. Donc les premières aides mises en place, donc ça c'est celle des pouvoirs publics, sont les crédits d'impôt sur la rénovation énergétique. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait des travaux et bénéficié de ce crédit d'impôt sur la rénovation énergétique? Jamais? Oui, vous? D'accord. Donc ça ne fait pas l'unanimité dans la salle. Le crédit d'impôt, il y a des critères pour pouvoir en bénéficier. Donc ce sont pour les maisons ou les appartements. Il faut que ce soit votre logement principal, ça c'est important, que l'habitation ait plus de 2 ans, que vous soyez fiscalement domicilié en France. Bien évidemment, c'est un crédit d'impôt, donc c'est en lien avec vos impôts. Les travaux de rénovation doivent être réalisés par un professionnel qualifié RGE, reconnu garant de l'environnement. Si vous les faites vous-même ou si vous les faites faire par un professionnel qui n'est pas qualifié avec la mention RGE, vous ne pourrez pas bénéficier de crédit d'impôt. Alors je rentre un peu dans le détail technique du crédit d'impôt. Donc les montants sont plafonnés à 8 000 € pour une personne seule. Donc ça, ce sont les plafonds de dépenses. D'accord? Donc si vous êtes une seule personne, ben vous pourrez avoir un pourcentage de crédit d'impôt à hauteur de 8 000 € d'investissement pour une personne seule. On va jusqu'à 16 000 € pour un couple. Et après, on peut majorer de 400 € supplémentaires par personne à charge. Enfant, personne à charge à domicile, déclaré sur votre feuille d'impôt. C'est clair sur ça ou pas? Ça va? C'est sur une année? Alors, vous pouvez le consommer sur 5 ans, le crédit d'impôt, à partir du moment où vous le grillez complètement, c'est-à-dire vous faites un investissement de 8 000 €, vous êtes tout seul, vous avez droit à, on va prendre l'exemple de l'isolation, vous avez droit à 30% de crédit d'impôt jusqu'à 8 000 € d'investissement maximum. Après, il faut attendre 5 ans pour bénéficier à nouveau du crédit d'impôt. Voilà. Donc pendant 5 ans, en fait, vous ne pouvez plus l'utiliser. Après, vous pouvez l'utiliser par tranche. Si vous faites 2 000 € de travaux, que vous êtes seul, vous aurez 30% sur les 2 000 €. Donc il vous reste 6 000 € pour les 5 ans à venir. Donc là, je vous ai mis les taux de crédit d'impôt qui sont à jour, là, aujourd'hui, et validés par les pouvoirs publics. Donc sur la fenêtre, qui avait été supprimée l'année dernière, fin juin, le crédit d'impôt s'était arrêté en 2018. Donc il y a les fabricants de fenêtres qui ont un peu crié parce que du coup, ça a été un peu plus compliqué pour eux de transformer les devis qu'ils avaient faits chez leurs clients. Donc ils ont réussi à obtenir à nouveau 15% de crédit d'impôt en remplacement de simples vitrages uniquement. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes, parce que si vous aviez du double vitrage qui a 20 ans ou plus, vous pouviez changer votre double vitrage, le remplacer par du double vitrage nouvelle génération et bénéficier d'un crédit d'impôt. Ce qui n'est plus le cas cette année, donc c'est bien réservé au changement de simple en double vitrage. Le montant est plafonné à 15% de l'investissement, mais c'est plafonné aussi par fenêtre. 100 € par fenêtre, maximum. D'accord? Pour le changement de chaudière gaz à très haute performance énergétique,
J'ai pas trouvé le taux. A priori, c'est un arrêté qui est à paraître, que j'ai pas encore. Logiquement, vu ce que je vais vous expliquer juste après, les chaudières gaz devraient baisser. L'année dernière, on était à 30% sur les chaudières à condensation, très haute performance énergétique. Là, le taux risque de diminuer cette année, pour s'éteindre dans les années qui arrivent. Tout ce qui est isolation de la carcasse de l'habitation. Donc là, on a un crédit d'impôt qui est de 30%. Vous isolez vos combles, vous isolez vos murs par l'intérieur ou par l'extérieur. Vous isolez les planchers bas, donc soit sous le vide sanitaire ou bien si vous avez une maison qui est au-dessus d'un garage qui est en sous-sol, vous pouvez isoler le plancher du garage qui donne sur votre habitation s'il n'est pas isolé et bénéficier de 30% du crédit d'impôt sur l'investissement. Les pompes à chaleur RO sont également éligibles au crédit d'impôt avec un taux de 30%, avec un coup de pouce qui s'appelle Mon chauffage durable, qui va sortir le 20 février, que je vais vous expliquer juste après. Clairement, les pouvoirs publics ont annoncé officiellement qu'ils souhaitaient éradiquer les chaudières fioul d'ici 10 ans. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça, c'est pour ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire diminuer les gaz à effet de serre. Le chauffage au fioul, c'est l'un des chauffages qui génère le plus de CO2 dans l'atmosphère et qui n'est pas renouvelable. Donc les pouvoirs publics se sont engagés, ça ne va pas être simple, à éradiquer ces chaudières d'ici 10 ans. Avec un... Vous savez combien il y a de chaudières fioul en fonctionnement en France, à peu près? 200 000. Combien vous dites? 200 000. Qui dit mieux? 60 millions de Français. Combien vous dites? 5 millions? Un peu moins. Ouais, un peu moins. Il y en a un peu plus de 3 millions. Donc il y a du boulot quand même. Pour les éradiquer complètement, ça ne va pas être facile. Ouais. Ça va pas être simple. Donc il y a 3 millions de chaudières fioul en fonctionnement aujourd'hui, donc avec le rejet de CO2 qui va de pair. Donc les pouvoirs publics, avec les fournisseurs d'énergie, ont mis en place cette opération coup de pouce, tout simplement pour inciter les clients à enlever leur chaudière fioul et la remplacer par des systèmes de chauffage plus performants et qui rejettent moins de CO2 ou pas de CO2. Les systèmes de pompe à chaleur RO pour la production d'eau chaude, donc ça c'est tout simplement c'est ballon thermodynamique, ça s'appelle comme ça, ou chauffe-eau solaire sont également éligibles à un taux de 30%. Tout ce qui est chauffage bois, poêle à granulés, insert bois, poêle à bois, chaudière bois, éligible également à un taux de 30%. Et pour celui qui souhaite faire un diagnostic de performance de son habitation, qui a un coût, sur ce diagnostic, sur le prix que ça coûte pour faire ce diagnostic, vous pourrez le déduire en crédit d'impôt, 30% du montant de ce diagnostic. Voilà. Ouais. Les 30%, c'est main-d'œuvre matérielle et main-d'œuvre? C'est une bonne question. Alors, l'année dernière, il fallait ventiler, alors les entreprises doivent ventiler sur leur facture le matériel et la main-d'œuvre. Le taux de crédit d'impôt était uniquement sur le matériel. En 2019, les clients qui sont en précarité ou en grande précarité énergétique, on va voir ce que c'est après, précaire et grand précaire, ces clients-là, on peut intégrer le montant de la main-d'œuvre dans le taux de crédit d'impôt. Et ça, c'est nouveau, c'est depuis cette année. C'est une bonne question, merci. Votre question, madame? Quand vous ne payez pas d'impôt, alors c'est une super nouvelle pour vous, l'État va vous faire un chèque du montant du crédit d'impôt. Voilà. Et donc, si vous ne payez pas d'impôt, il y a des chances que vous fassiez partie de ce qu'on appelle situation énergétique modeste ou très modeste, dont on va voir les tableaux de ressources juste après. Donc oui, l'État vous fera un chèque du montant du crédit d'impôt. Les différentes aides financières. L'ANA, vous connaissez? Ouais. Donc il y a deux types d'aides que fait l'ANA.
sous le nom Habiter mieux. Donc il y a deux systèmes Habiter mieux. Habiter mieux sérénité. Donc là, on va faire une situation énergétique avant travaux, une situation énergétique après travaux. Et avec ça, en fait, il y a un organisme qui est relié à l'ANA qui vous fait une étude, un diagnostic de performance énergétique qui va calculer le gain énergétique que vos travaux vont vous permettre de faire en fait, dans votre logement. Il faut que ce gain soit supérieur à 25% pour que vous puissiez être éligible aux aides de l'ANA. Alors les aides de l'ANA sont aussi accessibles en fonction de vos ressources. Donc il y a les tableaux qu'on va voir également juste après. Tout le monde n'est pas éligible aux aides de l'ANA, ce sont ceux qui sont en revenus modestes et très modestes. Donc Habiter mieux sérénité, vous pouvez aller pour les personnes qui sont en ressources très modestes jusqu'à 50% du montant total hors taxe des travaux. C'est énorme, l'aide qui est possible d'avoir aujourd'hui. Avec un bonus d'une prime qui peut être jusqu'à 2 000 €. Donc ça, c'est en plus des 50% d'aide hors taxe des travaux. Il y a une prime qui peut aller jusqu'à 2 000 € en plus. Ça, c'est pour la catégorie très modeste. La catégorie modeste, on va être à 35% du montant total des travaux, avec une prime Habiter mieux qui peut aller jusqu'à 1 600 € en plus de cette prise en charge. Donc là, je répète, Habiter mieux sérénité, il y a un organisme qui vient chez vous, qui fait un diagnostic de performance énergétique, qui étudie le gain que vous allez avoir grâce aux travaux que vous avez fait chiffrer par des entreprises. En fait, il regarde les devis que vous avez fait faire et avec ça, en fait, il fait une situation avant, donc il constate ce que vous avez chez vous aujourd'hui, et une situation après en se référant au devis que vous avez fait faire. Et avec ça, il calcule le gain énergétique de votre logement. Et si vous dépassez les 25% et que vous êtes dans les plafonds de ressources, vous pouvez lancer un dossier à l'ANA et bénéficier de ces aides. Deuxième possibilité ANA qui s'appelle Agilité. Donc ça, c'est un deuxième système qui existe depuis moins d'1 an. C'est la possibilité de faire un seul lot de travaux sans forcément passer par le diagnostic énergétique qui est obligatoire pour la première solution. Donc là, si vous faites soit un changement de chaudière ou de mode de chauffage, ou remplacer votre chaudière fuel, gaz par une pompe à chaleur, vous pouvez être, sous condition de ressources toujours, vous pouvez être éligible à Habiter mieux Agilité. L'isolation des murs, l'isolation des combles sont également éligibles à l'aide ANA Agilité. D'accord ? Donc ce sont les 3 travaux. Il suffit d'en faire un parmi ces 3-là. Et si vous ne dépassez pas les plafonds de ressources, vous pouvez accéder à cette offre ANA pour pouvoir être subventionné en partie sur vos investissements. Donc le montant de l'aide, c'est 50% du montant hors taxe des travaux, donc 10 000 € maximum, plafonné pour les ressources très modestes. Et pour les ressources modestes, on est à 35% du montant total des travaux, plafonné à 7 000 €. Donc ce qui reste identique à ce que vous aviez à gauche, sauf que là, c'est possible pour un seul lot de travaux. Vous avez des questions ? Oui ? Il y a marqué que vous êtes de revendre les certificats d'économie d'énergie. Ouais, je n'ai pas précisé, parce qu'on va le voir juste après, mais je vais répondre à votre question, pas de souci. Donc, sur les certificats d'économie d'énergie, ce sont des primes énergie qui sont données par les obligés. Les obligés, ce sont les fournisseurs d'énergie, EDF, Engie, Gaz de France, Total, vous avez Leclerc, Carrefour, Auchan, voilà, tout le monde fait des primes d'énergie aujourd'hui. Si vous faites un dossier ANA, Habiter mieux sérénité, étant donné qu'il y a des grosses subventions qui vous aident à faire vos travaux, c'est l'ANA qui récupère la prime énergie et qui va la valoriser auprès d'un des obligés. Alors en fonction du secteur où vous vous situez, ça peut être EDF, ça peut être Gaz de France, ça peut être Total, voilà. Ici, je ne sais pas qui prend le certificat d'économie d'énergie pour l'ANA, j'en ai aucune idée.
Ceci dit, vu les montants que l'ANA rétribue aux particuliers qui souhaitent faire des travaux, qui gardent le certificat d'économie d'énergie, c'est pas grave, pas de problème. Vaut mieux bénéficier de ça. Donc, sur la solution agilité, là, la personne qui fait des travaux peut bénéficier et des aides de l'ANA, mentionnées là, et garder son certificat d'économie d'énergie pour le valoriser où il veut. C'est la différence entre les deux. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé et merci d'avoir posé la question. C'est clair? Enfin, j'ai essayé d'être clair. Parce que les C2E, certificat économie énergie, ce n'est pas super simple. Voilà. Mais dans la deuxième solution, vous pouvez garder le certificat et aussi bénéficier de la subvention ANA. Alors là, je vous ai mis l'exemple du coup de pouce pompe à chaleur en remplacement de chaudière. Donc ce coup de pouce va démarrer le 20 février. Alors dans le tableau qui est plutôt en haut à gauche, je vous ai mis les montants de primes qui sont prévus par la charte coup de pouce chauffage. Donc ça, ce sont les montants prévus par les pouvoirs publics. Si vous remplacez votre chaudière fuel gaz par une pompe à chaleur RO ou OO, les ménages modestes ou très modestes peuvent bénéficier de 4 000 € de prime. Donc ça, c'est un certificat d'économie d'énergie qui est boosté par les pouvoirs publics et les énergéticiens pour inciter les personnes à enlever leur chaudière fuel et gaz qui génèrent du CO2 dans l'atmosphère. Tous les autres, qui ne sont ni modestes ni très modestes, bénéficient de 2 500 €. Peu importe les revenus, que vous gagnez très bien votre vie, 10 000 €, 20 000 €, vous bénéficierez de 2 500 € de prime. J'y viens juste après. Je vous ai mis sur la droite le tableau d'éligibilité. Donc ça, c'est le tableau de ressources pour pouvoir être éligible aux primes modestes, très modestes. D'accord ? Si vos revenus sont supérieurs à ce qui est noté dans le tableau, vous bénéficiez de l'aide coup de pouce, donc 2 500 €, ou celle d'EDF que je vais vous expliquer juste après. Je vous explique ce tableau 1 avec les ressources à ne pas dépasser pour pouvoir être dans la catégorie précaire, grand précaire. Donc à gauche, vous avez le nombre de personnes dans le logement. Ce n'est pas le... comment ça s'appelle sur la feuille d'impôt? Le nombre de parts fiscales. Ce n'est pas le nombre de parts fiscales, ce sont bien le nombre de personnes dans le logement. Donc pour une personne seule, nous on est dans la colonne de droite. La colonne de gauche, c'est pour la région parisienne. Donc eux, ils ont des revenus un peu plus hauts, la vie est un peu plus chère là-bas. Donc nous, on est sur la droite. Une personne seule, le revenu fiscal de référence, donc c'est celui qui est sur votre première page d'impôt, là, après abattement, etc. Donc c'est ce revenu-là qui est pris en compte. Donc une personne seule, si elle a un revenu fiscal de référence inférieur à 18 409 €, est dans la catégorie modeste ou précaire, avec la prime survitaminée, on va dire ça comme ça, etc. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, voilà, vous avez le revenu fiscal à ne pas dépasser pour bénéficier de ces primes. Ça inclut les enfants? Ça inclut les enfants, exactement. C'est ça. Un couple avec 2 enfants, c'est 4 personnes, donc vous êtes sur la ligne 4, tout simplement. Et ça donne des primes. Alors ça donne des primes, ce que je vais expliquer. Alors la prime de 4 000 et 2 500, ça c'est celle qui est imposée par le gouvernement pour le coup de pouce chauffage. Ensuite, il y a EDF qui, à partir du 20 février, prend ces primes-là, imposées par les pouvoirs publics, mais met un effet booster pour inciter les clients particuliers à enlever leur chaudière fuel gaz au profit d'une pompe à chaleur RO. On ne va pas se mentir, hein, si vous êtes chauffé au fuel, vous ne consommez pas d'électricité. Vous enlevez le fuel, vous mettez une pompe à chaleur RO. Alors certes, la consommation d'électricité est très faible avec ce type de chauffage, mais c'est une part d'électricité que EDF n'avait pas aujourd'hui et qu'ils vont récupérer. Donc ils peuvent se permettre de booster un peu la prime, de manière à passer
Ah, monsieur, vous avez une question? Est-ce que la puissance actuelle que propose l'EDF ne va pas être augmentée et donc nécessiter de construire d'autres centrales nucléaires? Ça, je ne pense pas. Vraiment, la pompe à chaleur Hero est un système de chauffage qui consomme vraiment très peu d'énergie. Je crois que je l'ai mis sur le slide juste après. Pour EDF, dans son communiqué de presse, quand ils ont lancé cette opération, ils ont annoncé, par rapport à une consommation de fuel, entre 800 et 1000 euros d'économie d'énergie par an. Oui, ce que je veux Oui, dire mais j'ai par là, compris. c'est que la Par rapport à surconsommation consommation d'électricité. de chacun Ouais. vient s'ajouter à la consommation actuelle Mm. qui nécessiterait peut-être une construction supplémentaire De centrales, de centrales. ça génère des consommations électriques supplémentaires. Après, Le blackout, le jour en où il fait volume, froid. ouais, oui, ça, en volume, oui, forcément, il y aura plus de consommation d'électricité. Alors, qui est une énergie non carbonée. Alors, après, on peut faire un débat sur le nucléaire. Moi, je ne suis pas là pour ça parce que j'y connais pas. Voilà. Mais oui, l'électricité, c'est une énergie non carbonée qui rejette. Qui va remonter. De toute façon, l'énergie non carbonée, elle va remonter. Ah oui, ça après, forcément, la consommation d'énergie non carbonée. En France, la production d'électricité, c'est 80% de nucléaire et 20% avec charbon, pétrole, et un peu d'hydraulique, un peu d'énergie renouvelable, tout ça mélangé. Donc on a quand même 80% de nucléaire non carboné, mais avec oui, des déchets nucléaires à stocker. Enfin, ça, c'est. Oui, ouais. Mais vous avez raison. De toute façon, la seule énergie qui salit pas la planète, c'est celle qu'on ne consomme pas, désolé, mais c'est un peu ça, quoi. Et il y a aussi le solaire. Ouais, ouais. Le solaire est une bonne alternative aujourd'hui. Ça engendre aussi beaucoup de problèmes parce qu'on ne sait pas comment recycler les panneaux solaires d'ancienne génération. Donc il y a rien qui fait. Il y a le choix. Ouais, c'est ça. Ce sont les comportements de chacun en fait qui font qu'on va arriver à diminuer le rejet. Écologique pro-nucléaire maintenant, qui prennent un essor gigantesque parce qu'ils disent qu'il faut mieux avoir du nucléaire que du réchauffement climatique. Avec ses défauts aussi, hein, le nucléaire a des gros défauts aussi. Mais bon, la base en fait, c'est de bien isoler votre logement. Ça, c'est vraiment la chose à faire en premier. Hein. N'investissez pas dans du chauffage si vous vivez dans une passoire thermique. Ça ne sert absolument à rien. Oui, vous consommerez moins, mais ça n'a aucun sens. Vaut mieux garder un système de chauffage un peu ancien et améliorer l'enveloppe de votre habitation. Ça, c'est une évidence. Question. Qu'en est-il de cette pub qu'on a tous entendue? Ouais, On entend dire que si on abandonne une chaudière au fioul oui. ou une pompe à chaleur, Ouais. on a la pompe à chaleur pour 1 euro. Je me doutais que c'était ça la fin de la question. Parce que je l'ai entendu aussi, la publicité. Alors oui, il y a des énergéticiens qui font la pub, remplacez votre chaudière et mettez une pompe à chaleur ou une meilleure chaudière pour 1 euro. Ouais, c'est vrai. Les spécialistes de ça, c'est Engie aujourd'hui, avec leur filiale Home Service. Alors la mécanique, je ne la connais pas. Qui fait ça? Oui, il y a Engie qui le fait, et après il y a d'autres systèmes qui permettent. Alors ce qu'ils ne vous disent pas, parce que ça c'est un effet d'annonce, après il y a toute une mécanique derrière qu'il faut mettre en place. Il faut déjà être avec des ressources très modestes, d'accord, faire partie de cette catégorie-là. Il faut faire une aide à l'ANA, agilité, que je vous ai présenté juste avant. Exactement, c'est un cumul de toutes les aides, du coup de pouce, de l'aide de l'ANA, du crédit d'impôt, etc. Et si jamais celui qui vous a vendu la chaudière l'a vendu, mais vraiment pas cher du tout, vous pourrez peut-être arriver à 1 euro. À 1 euro. Ouais. Donc il y a plein de si en fait là-dedans. C'est un cumul d'aides qui s'additionnent pour pouvoir arriver au 1 euro. Après, sincèrement, techniquement, je n'ai pas encore vu faire ça aujourd'hui. En fait, ils ont vendu le cas exceptionnel en France. C'est exactement ça. Oui, c'est un effet d'annonce sur. Oui, c'est une très faible population et l'éligibilité pour avoir ça à 1 euro, c'est pas simple. Alors, autant sur l'isolation des combles notamment, l'isolation à 1 euro des combles, ça marche. Je ne l'ai pas présenté là, mais si vous voulez, après, je pourrais vous en parler. Ça fonctionne.
Alors c'est toujours sous condition de ressources, bien évidemment, mais ça c'est quelque chose qui est facile à faire. La chaudière, ça va être plus compliqué. C'est curieux que ce ne soit pas lié à la position géographique du foyer. Alors, c'est une très bonne question, monsieur, concernant la position géographique du foyer. Je parle du foyer fiscal, pas du foyer. Ah, pas géographique? Oui. Ah, mais vous parlez de géographiquement. Oui. Si vous êtes à Lille ou à Montpellier, Exactement. c'est ça? Très bonne question. La consommation d'énergie de votre maison, si elle était à Lille, elle ne serait pas la même qu'ici dans la région, dans l'Hérault. On est d'accord. Alors, il y a effectivement plus de consommation d'énergie dans le nord de la France. Alors, pour les certificats d'économie d'énergie, avec les primes énergie, il y a 3 zones géographiques. Zone climatique, H1, H2, H3. Ici, nous sommes dans la zone H3, pourtour méditerranéen. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ce sont des scientifiques qui disent sur le pourtour méditerranéen, on consomme moins que dans certaines régions en France. Donc, le montant des primes, certificat économie énergie, est plus faible ici qu'à Lille. Le problème, c'est que ça fait quelques années qu'il y a énormément, mais vraiment énormément de rénovation énergétique sur la zone H1, puisque les primes sont plus importantes. Ça incite davantage les clients à passer à l'acte d'achat pour faire des travaux de rénovation énergétique. Donc ces zones climatiques, pour le remplacement de chauffage, disparaissent là à partir du 20 février, pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que si vous changez votre chaudière à Lille ou à Montpellier, les primes seront identiques, même si vous ne consommez pas la même chose à Lille ou à Montpellier. Ils ont fait quelque chose de global au niveau national pour qu'il n'y ait personne de lésé, parce que vous avez besoin de vous chauffer quand même ici, même si c'est un peu moins que dans le nord. Et il faut que tout le monde puisse passer aux nouvelles énergies de manière à limiter ses consommations. Oui. Ce que vous dites, c'est uniquement pour le changement de chauffage, mais pas pour l'ensemble des énergies éligibles. Pour les zones géographiques? Oui. Les zones géographiques, alors c'est pour le changement de chauffage et pour l'isolation, des combles. Et bon, je vais aller un peu plus loin, et ça va être aussi pour l'isolation des planchers à partir du 1er avril. Donc il n'y aura plus de zone géographique en fait. Les primes vont être lissées sur toute la France, peu importe où vous habitiez. Sur H1 ou sur H3? Alors ça va être plutôt... C'est une bonne question. Parce que du coup, ouais, ceux du Nord, si on s'aligne sur les primes du Sud, ils vont faire la gueule, quoi. Non, on va plutôt s'aligner sur celles d'en haut. Donc c'est vraiment... On va y gagner. Exactement. En habitant ici, vous allez y gagner énormément. Je vais vous parler de l'isolation après, même si je n'ai pas fait les 2 slides, vous verrez, c'est quelque chose d'impressionnant qui arrive là au 1er avril. Donc le coup de pouce EDF, je finis juste avec ça. Donc au lieu de 2500, EDF met 1000 € de plus. Si vous faites votre certificat d'économie d'énergie avec EDF, sur le site Prime Énergie EDF, il faut s'inscrire. Si vous avez un projet de pompe à chaleur en remplacement de chaudière, vous vous inscrivez sur le site EDF. Et pour tous les devis qui vont être signés à partir du 1er avril, vous aurez 3500 €. Et si vous êtes dans la catégorie précaire ou très précaire, vous aurez 5500 € de la part d'EDF. Et ça marche, d'accord. Il faut que ce soit de l'électrique derrière. Il faut que ce soit une pompe à chaleur RO ou OO. Ouais. Cette prime, on va au bout, hein. Cette prime, vous avez fini vos travaux, l'entreprise qui vous l'a installée vous donne la facture, vous finalisez votre dossier sur le site Prime Énergie EDF, vous imprimez une attestation que l'entreprise vous tamponne, vous la signez, vous renvoyez tout ça à EDF à l'adresse qui est notée sur le site, vous attendez 2 mois avant qu'ils vous payent. C'est le processus des certificats d'économie d'énergie qui est un peu long, ça passe dans différents services au niveau des pouvoirs publics. Il y a des organismes de contrôle pour après arriver au PNC2E, ça s'appelle comme ça. C'est le pôle national des certificats d'économie d'énergie, après qui valide le dossier définitivement et qui dit à EDF, ok, ce dossier-là est bon, vous pouvez payer le client. Voilà, ça marche comme ça. Donc il y a un peu de délai. Ça veut dire qu'il faut sortir l'argent avant... Ouais,
Oui, exactement. Oui, il faut sortir l'argent avant pour pouvoir bénéficier des primes en suivant. Alors, il y a des solutions pour contrecarrer ça. Il y a des solutions de financement avec la filiale d'EDF qui s'appelle Domo Finance, qui est une filiale, c'est un organisme financier qui appartient à 45% à EDF et 55% à BNP Paribas. Donc, Domo Finance peut financer le changement de chauffage. 2 mois après, quand vous percevez l'aide, 3 500 ou 5 500 €, dès que vous encaissez le chèque d'EDF, vous pouvez réinjecter ce montant dans le financement que vous avez fait, de manière à diminuer votre mensualité. Ça, c'est possible. Alors, chez Domo Finance, c'est sans frais de dossier. Et vous pouvez réinjecter ce que vous voulez dans le prêt de manière à faire diminuer la mensualité gratuitement. Ils ne prennent aucune commission. Si vous décidez de le solder dans 6 mois, vous pouvez le solder, il n'y a pas de frais. C'est 0. C'est parce que c'est lié à EDF. Et tout ça, c'est en lien avec les certificats d'économie d'énergie. Et c'est pour faciliter les personnes comme vous qui souhaitez faire des travaux d'amélioration énergétique. C'est vraiment dans ce but-là. Ouais. Dans les prix votre ménage 2500, si on a tout, c'est 3500. On ne cumule pas l'ensemble. Parce qu'après, quand on voit crédit d'impôt plus agilité plus PTZ, Ouais. c'est pas les deux tableaux qu'on cumule. C'est pas 2500 plus 3500. Non. En fait, le tableau que je vous ai mis là, les 2500, c'est la prime que l'État oblige aux obligés de reverser aux clients. Et EDF a choisi de booster cette prime pour passer à 3 500 ou à 5 500. Une question, si quelqu'un il est en fuel à ce jour et il veut passer au bois, 2005. Le bois, c'est autre chose. Passer d'une chaudière fuel à une chaudière bois, il y a des primes que je n'ai pas encore aujourd'hui, mais qui vont avoisiner les 4 000 et les 2 500 €. Alors, je n'ai pas les montants exacts, mais oui, il y aura des primes de cet ordre-là. Ouais, ça fluctue. Ouais, en fait, le marché des certificats d'économie d'énergie, c'est un marché qui fluctue. Le prix varie en fonction des obligations et de ce qu'imposent les pouvoirs publics aux fournisseurs d'électricité, de gaz et autres. C'est uniquement un remplacement d'une chaudière. Oui. Si on veut, par exemple, remplacer des vieux radiateurs électriques qui ont 30 ans et qui sont complètement dépassés, qui consomment beaucoup, ça ne fonctionne pas. Alors, bonne question. Ces primes boostées, c'est vraiment pour remplacer chaudière fuel ou chaudière gaz existante. Exactement. Si aujourd'hui vous avez un chauffage électrique que vous souhaitez améliorer, vous pourrez bénéficier d'aides certificats d'économie d'énergie, mais qui ne seront pas à cette hauteur-là. Hein. Non. Ce sera ce qu'on a vu avant, les crédits d'impôt. Alors, il y a les crédits d'impôt et il y a aussi les aides certificats d'économie d'énergie qui se cumulent. Alors, je réponds à votre question, monsieur, concernant le cumul d'aides. On a vu juste avant les aides de l'ANA, donc l'offre agilité qui est compatible avec la prime boostée d'EDF. Oui, c'est cumulable. C'est cumulable. Si vous bénéficiez d'une aide agilité à, je ne sais pas, 3 000, 4 000 € et que vous êtes bien évidemment dans la catégorie modeste ou très modeste, vous pouvez cumuler cette aide de 4 000 € avec les 5 500 que EDF va vous donner. Donc ça fait 9 500. Et sur le restant à payer, s'il en reste, vous pourrez bénéficier du crédit d'impôt de 30%. On peut cumuler les deux tableaux? Non, l'ANA, le slide juste avant. Ouais, c'est un pourcentage, c'est un crédit d'impôt là-dedans. L'ANA, ce n'est pas un crédit d'impôt. C'est une subvention. C'est une subvention. C'est une subvention. Donc vous pouvez cumuler la subvention ANA, cette prime-là, boostée par EDF, et le crédit d'impôt sur le reste. Parce que le crédit d'impôt, vous en bénéficiez, alors c'est la loi ce que je vais vous dire, après aide déduite. C'est logique. Madame ? Changer une chaudière à bois en pompe à chaleur. Chaudière à bois en pompe à chaleur, vous ne serez pas éligible à ces aides-là.
C'est vraiment... Alors le bois est considéré comme une énergie renouvelable, même si quand vous brûlez du bois, ça rejette du CO2 dans l'atmosphère. Les arbres absorbent du carbone, donc dans la vie de l'arbre, il absorbe autant de carbone qu'il en rejette quand vous le brûlez. Du coup, c'est considéré comme énergie renouvelable et donc non éligible à ces primes. Ouais. C'est vraiment les chauffages à énergie carbonée qui sont dans ce créneau-là. Ouais. Vous avez d'autres questions? Ça va? L'éco-prêt à taux zéro. Est-ce que certains d'entre vous ont bénéficié d'un éco-PTZ déjà dans son logement? Ouais. Donc un éco-prêt, c'est une fois dans la vie du logement. Si vous l'avez eu une fois, vous ne pourrez plus en bénéficier. Alors je vous... Pardon. Oui, monsieur. Uniquement pour les économies d'énergie, parce qu'il y a eu des prêts à taux zéro. Ouais. Pour pour acquérir du logement neuf. Non, même pour la réhabilitation des systèmes d'assainissement individuels. D'accord. Ça, sincèrement, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Je suis désolé, je peux pas. C'est la distribution du prêt à taux Là, zéro. on est vraiment sur la rénovation énergétique du logement. Voilà. L'éco-prêt que je vais vous montrer juste maintenant, c'est vraiment sur la rénovation énergétique. Ouais. Celui dont vous parlez, je ne maîtrise pas. Alors, l'éco-prêt existe depuis un moment déjà. Donc, une fois dans la vie du logement. Alors, ce que je vous dis là, c'est valable aujourd'hui, 7 février. Et je vais vous donner les évolutions au 1er mars, juste après. Alors, aujourd'hui, pour être éligible à l'éco-PTZ, il suffit d'avoir un logement qui n'en a pas bénéficié, qui a été construit avant 1990, et dans lequel vous avez au moins un bouquet de travaux à faire. Alors un bouquet de travaux, ça va être fenêtre, isolation des combles, ça c'est un bouquet. Ça peut être remplacement d'une chaudière ou installation d'une pompe à chaleur avec des fenêtres. Pompe à chaleur, isolation, isoler vos murs, isoler le sol, ça fait de l'eau. Voilà, il faut au moins un bouquet de travaux. L'éco-PTZ démarre à 10 000 € et va jusqu'à 30 000. Pour 2 lots de travaux, vous pouvez avoir jusqu'à 20 000 € à 0%. Si vous faites 3 lots de travaux, vous pouvez avoir jusqu'à 30 000 € à 0%. Quels que soient les revenus. Il n'y a pas de plafond de ressources. Il y en avait un il y a 5 ou 6 ans, ils l'ont supprimé. C'était limité à 45 000 € de revenus fiscal de référence dans le logement, mais ça, ils l'ont enlevé, donc tout le monde a droit à l'éco-PTZ. Donc logement achevé depuis, donc construit avant 1990, ça je vous l'ai dit. Les évolutions à partir du 1er mars. Donc c'est carrément, ça c'est les pouvoirs publics, toujours pareil, pour inciter les personnes à faire des travaux de rénovation. À partir du 1er mars, il n'y a plus l'obligation de faire un bouquet de travaux. Donc un seul lot de travaux pourrait être éligible à l'éco-PTZ. Vous isolez vos combles, vous pourrez faire un éco-PTZ pour l'isolation des combles. Vous isolez vos murs, tout seul, vous pouvez bénéficier d'un éco-PTZ. Il faudra juste que votre maison n'en ait pas bénéficié et qu'elle ait été construite depuis plus de 2 ans et non pas avant 1990. Donc si vous avez un logement relativement récent mais qui aurait besoin d'un petit coup d'amélioration en termes de chauffage, d'isolation, vous serez éligible à l'éco-PTZ. Donc ça, c'est à partir du 1er mars. Les montants, vous les avez juste après. Donc une action seule, 10 000 €, un bouquet de travaux, 20 000, 30 000 pour 3 travaux ou plus. Et monsieur, il y a l'assainissement qui est noté là. Ça peut répondre à votre question. Voilà. Donc il y a 10 000 € pour l'assainissement. Partie que je ne maîtrise pas, je répète. Des questions sur ça? Ça va? Donc l'éco-prêt à taux zéro est cumulable aussi avec tout le reste. On n'a jamais eu autant d'aides en même temps qui se cumulent pour pouvoir faire des travaux d'amélioration énergétique. Je ne sais pas si ça va durer 10 ans, mais... L'ANA, Ouais. la prime, L'ANA, ouais. le crédit
le crédit d'impôt, restant, c'est ça. et Et, je fais un truc à zéro. et en fait, pourquoi pas faire un éco-PTZ au départ et ensuite, quand on perçoit les primes EDF, les primes de l'ANA, le crédit d'impôt, ben, on réinjecte petit à petit dans le financement, de manière à avoir une mensualité ridicule au bout d'un an, quand vous aurez récupéré toutes les aides. Et du coup, Qui c'est qui finance l'éco-PTZ? alors l'éco-PTZ est financé par votre banque. Bon courage à vous si vous faites un éco-PTZ dans votre banque. Ils n'aiment pas ça, hein. Vous avez été confronté à ça? Ouais. Alors, c'est un prêt qui rapporte rien aux banques ou quasiment rien, mais qui sont obligés de faire parce que c'est les pouvoirs publics qui l'ont imposé. Bon, du coup, ben non, déjà, ils ne le vendent pas, ça c'est sûr. Mais si vous allez leur proposer un éco-PTZ, ils vous le feront, mais vous en prenez pour au moins 2-3 mois, à peu près. Le délai moyen, c'est ça. Domo Finance, qui est la filiale d'EDF, fait l'éco-PTZ. Si vous faites une demande d'éco-PTZ, ils étudient votre dossier sous 5 jours. Sous 5 jours, ils vous disent oui, ok, on peut faire, ou non, vous n'êtes pas éligible. Voilà. Ça prend 5 jours. C'est toujours pareil, hein, c'est lié au certificat d'économie d'énergie, à l'amélioration de l'habitat, aux diminutions de rejet de CO2 dans l'atmosphère, aux diminutions de vos factures énergétiques. EDF a des obligations vis-à-vis des pouvoirs publics avec les certificats d'économie d'énergie, qui s'appellent aussi certificats blancs. EDF a des pénalités si EDF ne fait pas d'action forte. Enfin, je dis EDF, mais c'est pareil pour Gaz de France, Total et les autres. Hein. S'ils ne font pas d'action forte pour pouvoir inciter les gens à diminuer leur consommation. Donc le fait d'être réactif sur un éco-PTZ, ben, c'est une action forte qui permet aux personnes de passer à l'acte. Voilà. Pensez-vous que les conditions d'attribution de toutes ces aides sont encore trop restrictives? Ou bien est-ce qu'elles ont été au contraire, à votre avis, élargies et qu'elles vont doper l'activité des entreprises? Bonne question. Donc, est-ce que ces aides vont permettre de doper l'activité de l'entreprise? Là, avec tout ce que vous pouvez cumuler, moi, ça me paraît évident, sachant que le but, au départ, c'est vraiment de rénover votre logement pour qu'il soit plus confortable et que vous consommiez moins d'énergie. Ça, c'est le principe, il est là, en fait, hein, à la base. Alors oui, bien évidemment, le fait de générer des travaux, ben, directement, ça va générer des affaires pour les entreprises, oui. Donc il y aura une dynamique là-dessus, ouais, bien évidemment, c'est sûr. Et du travail. Ah oui, mais tout ça, après, ça a des conséquences économiques positives, bien sûr. Il faut bien choisir son... Vous parlez du fournisseur d'énergie ou de l'entreprise qui fait les travaux? D'accord, qui fait les travaux. Votre question est importante, c'est vrai. Enfin, votre remarque est importante, exact. Je vais reposer la question que j'ai posée tout à l'heure, justement, avec Synertiel. Comment on fait un professionnel pour rentrer chez Synertiel? Ben ça, je peux te répondre facilement. Donc, le réseau Synertiel, donc un peu plus de 2000 entreprises en France. Aujourd'hui, on ne prend que des entreprises qui ont au moins 2 ans d'activité. Donc ceux qui se créent là, tout de suite, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, monsieur, hein, il y aura un effet d'opportunisme hein, qui va arriver avec toutes ces aides, toutes ces primes, etc. Il y a des entreprises qui vont le voir, ça. Enfin, ça va donner des idées à certains pour créer des sociétés, pour vendre des pompes à chaleur et puis profiter de tout ça, quoi, hein. Donc nous, dans le réseau Synertiel, on ne prend que des entreprises qui ont au moins 2 ans d'activité, qui sont qualifiées, qui sont RGE. Ça, c'est hyper important parce que sinon, vous ne bénéficiez pas des crédits d'impôt, ni des certificats d'économie d'énergie. Enfin, vous bénéficiez de rien. Si vous appelez une entreprise qui n'est pas RGE, vous n'avez aucune aide, rien du tout. Reconnu garant de l'environnement. Donc, en fait, merci madame, c'est bien de le préciser. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler avec des abréviations, mais c'est bien de tourner. Donc, reconnu garant de l'environnement. Donc, les entreprises, sur leur domaine d'activité, passent des qualifications et vont en stage plusieurs jours sur la rénovation thermique du bâtiment et sur les améliorations énergétiques.
Donc même un maçon ou une entreprise qui fait du chauffage est obligé, pour être RGE, avoir ce label, de faire un stage de plusieurs jours auprès d'organismes pour pouvoir avoir des connaissances globales sur la rénovation d'un logement. Parce que je suis artisan, moi je place des chaudières, un exemple. Je viens chez vous, votre chaudière est en panne, on change la chaudière, hop, je vous fais un devis, une facture, on a fait les travaux, on s'en va. Ça, ce n'est pas un artisan RGE. Un artisan RGE, vous avez votre chaudière en panne, il vient chez vous, il doit faire le bilan complet de votre habitation, il doit regarder avec vous votre isolation, vos menuiseries, et bien évidemment changer la chaudière, puisqu'il est là pour ça. Mais il doit aller au-delà de sa compétence de base de plombier chauffagiste. C'est ça RGE en fait, ça sert à ça. Il doit aller au-delà de ses capacités et de son travail au quotidien. Voilà. C'est le cas de Aléo. D'accord, donc il vous a fait un bilan énergétique complet. Ben ça, c'est une entreprise RGE. Pour moi, voilà, le fonctionnement RGE, c'est ça. Donc je reviens à Synertiel, parce que je m'écarte un peu. Donc chez Synertiel, les membres du réseau qui sont adhérents chez nous, donc entreprises de plus de 2 ans, qualifiées, donc pas d'auto-entrepreneurs, hein, on ne prend pas d'auto-entrepreneurs, on prend que des entreprises structurées, SARL, SAS, SASU, artisans, statut artisan, pas de problème. Quand elles souhaitent adhérer au réseau Synertiel, on constitue un dossier administratif avec des assurances décennales, des preuves comme quoi ils ont déjà réalisé des chantiers, comme quoi ils ont 2 ans d'expérience. Et ce dossier administratif est présenté une fois par mois au comité d'agrément, chez nous, qui est présidé par des membres de la direction d'EDF, la direction de Synertiel, et des chefs d'entreprise qui sont adhérents Synertiel, mais qui ont souhaité agir au sein du réseau pour pouvoir dire, ben oui, cette entreprise-là, je la connais, elle est sérieuse, ok, on peut valider, ou celle-là, elle n'est pas sérieuse, donc non, on ne va pas la faire entrer dans le réseau. Par mois, en France, on a 80-90 nouveaux dossiers qui sont présentés à chaque comité d'agrément. Chaque mois, on a 7, 8, 9 refus, parce que ce sont des entreprises qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire garder un réseau d'entreprises qualifiées et de qualité. C'est vraiment le but de Synertiel aujourd'hui. Oui ? Est-ce que vous faites une réévaluation régulière des entreprises qui sont déjà dans le réseau ? Merci, bonne question. Oui, on fait une réévaluation des entreprises qui sont dans le réseau, qui est très simple. Les entreprises font des chantiers tous les jours, d'isolation, de chauffage, de fenêtres. À partir du moment où on n'a pas de réclamation client, on estime que les travaux sont bien faits. Et des réclamations clients, on en a de temps en temps, ça peut arriver. Même s'il y a un filtre qui est fait au départ pour rentrer une nouvelle entreprise dans le réseau, ça peut arriver que sur un chantier, de temps en temps, il y ait un souci. Le truc, c'est qu'il faut que l'entreprise réagisse très rapidement parce qu'elle a des engagements vis-à-vis du réseau Synertiel. Si jamais il y a un souci sur un chantier, elle doit réagir très vite pour pouvoir répondre à la demande du client et à régler son problème. Si on a des problèmes récurrents de réclamation client qui sont mal traités ou pas traités, l'entreprise est exclue. Alors je vous donne encore un chiffre. En 2018, on a exclu 24 entreprises sur les 2000 et quelques du réseau. Parce qu'on avait de temps en temps des réclamations clients et quand ça devient trop répétitif, alors trop répétitif, c'est simple, c'est 3 pour nous. 3 réclamations clients sur un laps de temps réduit, c'est-à-dire 2 ans, 3 réclamations clients sur 2 ans, on exclut l'entreprise. On veut garder cette qualité. Voilà, on veut vraiment garder cette qualité. Vous avez d'autres questions? Ça va? Moi, j'ai une question générale. Cette présentation qui est bien, est-ce qu'on pourrait la voir? Déjà, merci monsieur, parce que c'est moi qui l'ai faite. Ça fait plaisir, merci. Vous pourrez la voir? Oui, parce que... Si on vous donne un site, une adresse mail, vous pouvez... Vous la marquerez en temps, je vous l'enverrai par mail. Merci. Pas de problème. Merci. Tout le PowerPoint, vous voulez? Oui, il y a combien de... Oui, Ça, mais... y a pas. On ne peut pas la mettre à télécharger sur le site Je vous l'enverrai en PDF. Ouais,
Ou à télécharger, oui, sur le site de l'association, hein, pourquoi pas. Pour protéger au cas où il n'y en a pas un qui me change. Ah oui, qui changeait, oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. S'il n'y a pas de problème pour le partager, je peux le partager. Ouais. Ah oui, non, aucun problème. Pas de souci. Merci. Oui, puis attendez, excusez-moi, nous avons un caméraman qui fait une vidéo C'est ça. et qui va réinclure l'ensemble des diapos dans la vidéo. Parce que c'est connecté. 2 en 1, vous aurez le son et la lumière en même temps, c'est bien. Le son, la lumière, les images, et le sourire. Aussi. Là, je vous ai fait un petit schéma explicatif sur les déperditions énergétiques d'un logement qui serait mal isolé. Alors, vous voyez, les pourcentages que vous pouvez gagner, ça va vite. L'isolation de la toiture, ça représente 25 à 30% des pertes de chaleur. Donc, si vous n'avez pas d'isolation dans vos combles, ben, faites-le. Ah tiens, je vais vous préciser quelque chose sur l'isolation à 1 euro, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai mis derrière l'oreille, je vous l'expliquerai juste après comment ça marche. Donc le toit, hyper important, hein. Vraiment c'est la base, la chaleur ça monte, donc si vous n'êtes pas isolé au niveau du toit, changez surtout pas votre chauffage si vous n'avez pas d'isolation dans vos combles. Ça c'est une hérésie. L'isolation des murs, ça représente 20 à 25% de déperdition, c'est beaucoup. Alors il y a beaucoup de logements des années 60, 50, 70 où l'isolation des murs n'était pas obligatoire à l'époque parce qu'il y a eu des différentes réglementations thermiques qui à terme se sont améliorées. Et là aujourd'hui on arrive à des réglementations thermiques où on consomme de moins en moins d'énergie. Mais les maisons qui ont 40, 50 ans, les murs souvent ils ne sont pas isolés. Donc ça fait quand même un gouffre énergétique important. Le chauffage, on peut aller jusqu'à 40% d'économie en changeant ou en améliorant son chauffage. L'isolation des planchers, 7 à 10% des déperditions. Les parois vitrées, 10 à 15%. Donc vous voyez, les parois vitrées, c'est pas le plus... alors c'est important de les changer, hein, bien évidemment, mais il ne faut pas démarrer par là. Il faut démarrer par le plafond, par les murs, si c'est possible. Les murs, ce n'est pas toujours facile. Le chauffage et éventuellement après les fenêtres. L'eau chaude sanitaire, en choisissant une énergie renouvelable, donc ballon thermodynamique ou ballon solaire, vous pouvez aller jusqu'à 60% d'économie. Alors ce n'est pas 60% sur votre facture globale, hein, c'est sur la part eau chaude de votre facture. La part eau chaude, ça représente à peu près 17 à 18% de votre facture annuelle. Donc c'est 60% sur ces 17% en changeant l'eau chaude. Voilà. La ventilation, oui, ça génère des déperditions énergétiques, mais c'est vital pour le logement. Si vous faites un thermos bien chauffé, vous aurez des champignons partout si ce n'est pas bien ventilé. Donc la ventilation, c'est impératif. Petit schéma tout simple, hein, mais les pourcentages qui sont notés là sont véridiques. Yoann, je pense que c'était la dernière diapo. Si vous le souhaitez, sur la table là-bas, il y a des feuilles blanches. Si vous souhaitez bénéficier d'une étude énergétique gratuite de votre logement, donc comme son nom l'indique, c'est gratuit. Vous pouvez mettre votre nom, prénom sur une des feuilles blanches qui est là-bas avec vos coordonnées. Et puis après, moi, je peux transmettre à des entreprises du réseau Synertiel, si vous le souhaitez, pour faire un bilan chez vous. C'est possible. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais si vous voulez bénéficier de ça, vous pouvez laisser vos coordonnées sur les feuilles blanches qui sont là-bas. Alors, je reviens sur l'isolation des combles à 1 euro. EDF, à partir du 1er avril, va mettre un effet booster sur, comme ils l'ont fait sur la PAC Aéro, ils vont le faire sur l'isolation des combles. Donc ça, c'est à partir du 1er avril, où les clients qui sont modestes et très modestes, donc on s'adresse quand même toujours à la même catégorie de personnes, mais pourront bénéficier très facilement, même ici en zone H3. Donc je reviens aux zones géographiques climatiques. Aujourd'hui, il y a énormément d'isolation à 1 euro qui se font en zone H1 parce que les prix des certificats sont plus importants. Donc du coup, il y a des entreprises qui sont capables de faire de l'isolation à 1 euro à Lille, Paris, Lyon. Ici, c'est plus compliqué puisque les montants des primes sont plus bas. À partir du 1er avril, les partenaires EDF vont pouvoir faire ça. Donc pour ceux qui font de l'isolation de combles, bien évidemment, puisque la prime C2E va être boostée
et va permettre aux clients modestes et très modestes de bénéficier de cette aide-là qui n'est pas négligeable, parce que payer ses combles 1 euro, ça vaut le coup quand même. Le problème de comble, c'est pas isolé avec des plateaux, donc c'est dans les combles. Alors, c'est isolation de combles perdus, et si vous avez une maison avec un plafond rampant, vous pouvez isoler le rampant. C'est éligible également à ces primes boostées à partir du 1er avril. Ouais. Pareil pour les planchers bas, si vous isolez un plancher bas, le montant des primes qui arrivent devrait permettre à certaines entreprises d'arriver à faire du 1 euro pour isoler les planchers bas. Donc du coup, si vous êtes dans la catégorie modeste et très modeste, que vous avez un plancher bas pas isolé et des combles pas isolés, si vous faites appel à la bonne entreprise, pour 2 euros, vous aurez les combles et le plancher isolés. Et avec un crédit à 0%. Alors, Petit front pas là. Alors, le crédit à 0%, dans ce cas-là, ça ne va pas fonctionner. Parce que si vous faites appel à une entreprise avec les aides EDF, le montant du C2E, boosté, elle va vous l'enlever directement de la facture. D'où l'isolation à 1 euro, puisqu'en fait, c'est l'entreprise qui va se faire rembourser après du montant du C2E. Donc vous, l'avantage avec l'isolation, c'est que vous n'avez pas l'avance de trésorerie à faire. Vous pouvez faire votre isolation et vous donner 1 euro symbolique à l'entreprise qui vous aura fait les travaux. Un taux à 0% pour 1 euro. Ah, vous pouvez. Alors là, par contre, là, même Domo Finance ne va pas l'accepter. Même s'ils sont plus souples que les banques, ça va être compliqué. Après, oui. Alors j'ai une autre question qui rejoint un peu celle que vous venez de poser. Est-ce qu'il y a du crédit d'impôt sur les isolations à 1 euro? Ben ouais, sur 1 euro. Donc 30% d'1 euro, ça fait 30 centimes. Donc oui, vous aurez 30 centimes de crédit d'impôt. C'est ça. Ouais. Oui, madame? Cette isolation, elle se fait par la RGE aussi? Oui, impérativement. Hein. Tout est lié. Oui, il faut que l'entreprise soit qualifiée donc sur son domaine d'activité, donc là l'isolation en l'occurrence, et avec RGE. Ouais, bien sûr. Il y a des questions? J'ai une question peut-être un petit peu technique. Est-ce qu'on a une idée, je reviens aux émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'on a une idée du délai qu'il faut pour revenir à une émission nette, voire négative? Parce que forcément, produire des fenêtres, produire de l'isolation, c'est émettre des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on a une idée de ça comparé à la durée de vie de l'installation qui est mise en place? J'imagine qu'il y a des installations qui sont plus ou moins pérennes. Ouais. Mais vous connaissez les certificats d'économie d'énergie pour poser cette question, parce que celle-là, elle est pointue quand même. Hein. Ouais. Alors oui, exactement. En fonction du produit que vous installez chez vous, alors je ne connais pas le taux de retour par cœur par rapport à votre question sur chaque produit, mais si vous mettez des fenêtres, le certificat d'économie d'énergie, donc la prime dont vous bénéficiez, c'est par rapport à la durée de vie du produit et à tout ce qui a été consommé derrière pour le fabriquer. Alors il y a certains produits, c'est 15 ans, d'autres 17, d'autres 20 ans. Je ne peux pas tous vous les énumérer parce que je ne les ai pas en tête, mais oui, si ça vous intéresse, ça, vous pouvez aller sur Internet et vous tapez fiche C2E isolation des combles et il va vous sortir la fiche qui s'appelle barre EN101, ça s'appelle comme ça. Et sur cette fiche-là, en bas, en tout petit, c'est marqué la durée de vie et le retour qu'il faut pour amortir la fabrication du produit et l'installation. Ouais, c'est noté. Ouais. Personne n'a bien compris. Est-ce que ça veut dire qu'il faut par exemple 10 ou 15 ans pour que l'économie d'énergie réalisée compense l'énergie grise qui a été Oui, bah oui. utilisée Oui. pour la fabrication de Oui, fenêtres? c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Wow. On a intérêt à faire de poser du matériel durable. On est d'accord. S'il faut 15 ou 20 ans, Eh oui. comment? Et le meilleur isolant, c'est quoi? C'est la durée. Compliqué. Là, c'est dur d'avoir un avis là-dessus. Chaque isolant, vous devez souffler ou appliquer une épaisseur en fonction de la marque et du type de produit que vous installez. Donc, pour bénéficier des aides, il faut faire une résistance thermique de 7 pour les combles perdus, résistance thermique de 6 pour les plafonds rampants. À partir du moment où vous appliquez l'épaisseur
qui est préconisé par l'avis technique du produit, thermiquement, il n'y a pas forcément un produit meilleur que l'autre. L'avis technique fait foi, en fait. Non, mais comme on vient d'en parler, Par rapport à peut-être que l'énergie pour faire Oui, je un comprends. laine de verre Ouais. Oui, est est moins importante que d'autres isolants. Du Ah ouais. polystyrène, qui est un résidu de Ouais, ouais. pétrole, en Ouais, vérité. ouais, exact. Ouais. Sûrement, mais alors là, franchement, je ne peux pas répondre à votre question, c'est vraiment trop pointu. La Ouais. boîte de cellulose, c'est quoi alors? La ouate de cellulose, c'est du papier recyclé. En fait, si vous faites du tri sélectif, je ne sais pas si vous le faites, les journaux, etc., que vous recevez dans votre boîte aux lettres, quand vous le mettez dans la poubelle verte ou jaune, non jaune, ces papiers-là s'en vont vers une entreprise qui retraite les papiers et qui... Alors, il n'y a pas que ça, mais la boîte de cellulose est fabriquée comme ça, avec le papier recyclé. Donc le papier est broyé, nettoyé, traité, pour après être mis en ballots qui sont soufflés après dans vos combles. Ça se passe comme ça. Pas aussi technique que tout à l'heure. Hein. J'avais la réponse, mais j'ai eu du bol. Je me demandais si on mesurait déjà aujourd'hui un effet rebond de ces aides, c'est-à-dire que vu que les gens vont consommer moins, ma facture est moins élevée, donc du coup peut-être que je vais me permettre de chauffer à 19 alors que je consomme 18, etc. Oui, ça se mesure. Les chiffres, je ne les ai pas, sincèrement. Mais oui, ça se mesure parce que chaque année, le pôle national des certificats d'économie d'énergie, donc qui rassemble tous les travaux de rénovation énergétique qui ont été enregistrés pour les obligés, EDF, Gaz de France, Total, etc., connaissent le poids en économie d'énergie, on appelle ça kilowattheure QMAC, ça s'appelle comme ça hein, pour les économies d'énergie. Donc ce poids QMAC est calculé et comptabilisé au niveau national chaque année. Donc oui, c'est un chiffre qu'on doit pouvoir trouver, ouais. Que j'ai pas. D'autres questions? Non? Écoutez, on peut l'applaudir déjà. Hein. Je sais pas si ça méritait des applaudissements quand même. Mais...